qu'est-ce qui circule comme monnaie sous le Second Empire et avant, au XIXe siècle. On est, comme le gouverneur vous l'a rappelé, sous le régime du bimétallisme, c'est-à-dire l'or et l'argent circulent en théorie à égalité, puisque la loi du franc germinal de 1803 définit le franc, 1 franc égale 5 grammes d'argent. C'est simple, c'est facile. Ensuite, elle a défini l'or comme un rapport fixe avec l'argent de 15,5, c'est-à-dire que l'or à poids égal vaut 15,5 fois plus que l'argent. En d'autres termes, on fera une pièce dans 1 kilo d'or, on fera 155 pièces de 20 francs, 155 Napoléon. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, c'est dans France, l'argent circule majoritairement. Et on le voit, c'est la pièce qui est dans la poche des Français, c'est l'écu, la pièce de 5 francs. Alors, un paradoxe, et c'est un peu la question, c'est que, et j'ai deux questions, pourquoi, contrairement aux traditions les plus anciennes, et pendant tout le XIXe siècle, et même sous l'Ancien Régime, eh bien, les pièces en argent ont véritablement disparu de la poche des Français, ont été refondues, y compris par la volonté les pièces alors qu'on voit ici, donc c'est toutes les pièces qui ont circulé au XIXe siècle et qui avaient cours légal, mais elles ont quasiment disparu sous le Second Empire, puisque, on le voit encore, puisque d'un point de vue numismatique, il y a une surcote sur ces pièces-là, des prédécesseurs. Donc vous avez ça, celle de la Révolution, et y compris celle de l'oncle. Ça, c'est un premier paradoxe. Alors là, ça a été remplacé par celle-là, ça que vous connaissez tous. Donc ça, c'est la pièce de 20 francs emblématique du Second Empire. La deuxième question, ça, c'est un dessin de la revue humoristique anglaise Punch de 1860 qui montre de façon très paradoxale une opération qui a surpris à l'époque. La Banque de France échangeait son argent, alors que l'argent était échangé en France à prime contre l'or, puisque les Français préféraient l'argent, alors que les Anglais préféraient l'or. L'Angleterre était monométallique avec l'or, mais avait quand même des monnaies divisionnaires en argent. Donc pourquoi a-t-on cet échange entre la Banque de France et la Banque d'Angleterre? Alors, dernier élément, ici on voit sur jusqu'en 1870, donc de 1800 jusqu'à la fin du Second Empire, les frappes françaises. On voit ici que c'est dominé par l'argent jusqu'au Second Empire. Donc, ça pose une question, ou plus exactement deux questions. Ce sont des bouleversements monétaires. Alors, il y a eu deux séries d'interprétations pour ces changements. Et ça va être, ma première partie, c'est opposer ces deux changements. C'est la théorie, on va dire, intentionnaliste, c'est-à-dire que ça révèle une volonté délibérée dans l'empereur de remplacer l'argent par l'or. Et la deuxième théorie, qui est conséquentialiste, on va dire, qui est en fait, c'est le mécanisme non voulu, le fruit non voulu des mécanismes économiques et des forces du marché. En d'autres termes, c'est théorie du complot ou loi de Greshamp. Et dans un deuxième temps, j'élargirai le propos sur le problème des complots monétaires. J'arrive à Maurice Joly, donc, qui a publié en 1864, de façon anonyme, un dialogue entre Machiavel et Montesquieu aux Enfers, donc, qui a été publié à Bruxelles par un contemporain, donc il l'a fait de façon anonyme, sachant qu'il était employé au ministère de l'Intérieur à Paris, qu'il a été trouvé par la police politique de Napoléon III et emprisonné. Dans ce pamphlet, puisque c'est un pamphlet qui est dirigé contre l'empereur, il explique, il dit
il dépeint Machiavel, en fait, il dit ça sera Napoléon III, je peindrai dans la préface, il dit Napoléon III, ça sera Machiavel, et Montesquieu, un républicain. Et il fait dire à Machiavel qu'il frappera une quantité considérable à toute nouvelle monnaie et avec son effigie. Et que ça sera, comme vous pouvez le lire, que ça lui permettra de gagner les esprits et d'avoir ainsi, d'acclimater les Français à son pouvoir. Cette critique va en même temps avec celle de Victor Hugo, qui, dans Les Misérables, qui est écrit en 1862, rappelle dans le chapitre éloquemment titré qu'il faille que la chaîne de la Manille eût subi un certain travail préparatoire pour être ainsi brisée d'un coup de marteau. Et il décrit que dans le drapeau français, on pouvait les lire, après la victoire du Trocadéro, les mots « Banque de France ». Et il sous-entendait que, Victor Hugo, donc, sous-entendait que la Banque de France avait copieusement arrosé et financé le régime. Et on pourrait se dire, et c'est un peu ce que on arrive à conclure de ça, c'est en fait, bon sang, mais c'est bien sûr, tout c'est clair, c'est Napoléon III qui décide, qui, ayant tel un dictateur moderne ou un Big Brother, ayant compris le pouvoir de l'image, décide de faire remplacer toutes les monnaies en argent de ses prédécesseurs par des monnaies en or à son image, et afin d'établir son pouvoir, et il fait rentrer la Banque de France, qui, selon certains, avait financé son accession au pouvoir, dans la combine pour faire échanger le bon argent français contre de l'or anglais. Voilà un peu la théorie, on va dire, complotiste de Maurice Joly, qui fut enfermé à Sainte-Pélagie pendant un certain nombre d'années. Alors, cette théorie, qui est aussi reprise, puisque Marx parle de la bancocratie en parlant de la Banque de France, est assez contestable, puisqu'il y a une autre théorie, on va dire, qui est à l'opposé, celle beaucoup plus monétaire, c'est-à-dire c'est l'application, c'est la loi de Gresham. Alors la loi de Gresham, c'est tout simple, qui dit, on la connaît, c'est la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont le choix entre une monnaie de valeur, ils la conservent et ils utilisent la monnaie qui est dévalorisée ou qui a moins de valeur pour leurs transactions, ils s'en débarrassent. C'est de même qu'à une certaine époque, il y avait des pièces, on a pu connaître des pièces de 5 francs. Il y avait deux types de pièces de 5 francs, les 5 francs en nickel et les 5 francs en argent. Eh bien, souvent, quand on recevait une pièce de 5 francs en argent, on la gardait et on redonnait pour payer une pièce de 5 francs en nickel. Voilà, mais ça, c'est la loi de Gresham. Mais revenons donc sur le système monétaire. La France ne possède plus de mines exploitées en or et en argent depuis quasiment les temps médiévaux, ou en tout cas la Renaissance. Vous avez donc, comme en Europe, la plupart des monnaies proviennent d'autres pays. Alors, vous avez, pour l'or, c'est le Brésil, c'est les plateaux de l'Altaï aussi, en Russie, et l'argent vient du Mexique et du Potosí. La frappe est libre à cette époque-là. C'est-à-dire que ça, c'était un rappel, il faut le rappeler, c'est-à-dire que l'État n'intervient que pour fixer la teneur des monnaies, le module, c'est-à-dire le diamètre, les caractéristiques techniques, on va dire, et l'effigie. Qu'est-ce qui est représenté? Le souverain qui est représenté. Sinon, la frappe est libre, c'est-à-dire que dans les hôtels des monnaies, n'importe quel particulier vient avec 1 kilo d'argent et il ressort, donc il le dépose, il paye une taxe ou des frais qui s'appellent le seigneuriage, c'est quelques pourcents, et
il revient 15 jours après, on lui donne à la place de son lingot d'or ou d'argent l'équivalent, un sac qui contient l'équivalent identique. Donc c'est complètement libre. Et donc ce qui fait que c'est le marché qui s'occupe d'approvisionner la monnaie en France et dans les autres pays. Vous avez donc les flux, ce sont des flux commerciaux qui vont chercher l'or et l'argent et l'amener, et vous avez des frappes. Sachant que donc, la France est essentiellement sur, puisque les flux ne sont pas proportionnels, c'est-à-dire que les flux d'argent sont beaucoup plus importants que les flux d'or. Et donc la France frappe cette monnaie au fil du temps. Alors, au cours du XIXe siècle, la révolution industrielle a plusieurs conséquences, y compris dans le domaine monétaire. En particulier, les progrès, la découverte des acides forts et l'industrialisation de la fabrication de l'acide sulfurique permet d'affiner, c'est-à-dire l'affinage, c'est l'opération qui permet de séparer l'or de l'argent, puisque l'or et l'argent sont des métaux précieux très proches chimiquement, et qu'il est difficile de les séparer, et c'est une opération particulière qui s'appelle l'affinage. Et l'affinage se faisait avant avec de l'acide nitrique, qui était assez onéreux et assez compliqué à fabriquer. Avec le développement de la chimie industrielle, c'est l'acide sulfurique qui permet de réaliser à faible frais l'affinage, et notamment de récupérer le millième d'argent que l'acide, que l'affinage antérieur au XIXe siècle ne permettait pas de récupérer, qui reste dans l'argent. Ce qui fait que, et cet affinage avec l'acide sulfurique apparaît vers les années 1830. Comme je vous le rappelle, la frappe est libre, il y a des spéculateurs et des petits malins qui découvrent que dans les écus qui avaient été frappés sous la Révolution, sous l'Empire, sous le Consulat, il y a encore des traces d'or qui n'avaient pas été parfaitement affinées. Et donc, il y a des refontes spéculatives, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent en refondant les écus, les vieux écus, en les refrappant. Donc, on extrait l'or, et ça couvre, l'or qu'on récupère, permet de plus que couvrir les frais, et donc on fait un profit. Donc, ce qui explique pourquoi, dès les années 1830-1840, toutes les monnaies en argent du début du XIXe siècle commencent à disparaître. Et on arrive avec une prédominance de monnaies à l'effigie de Louis-Philippe. Et là, on ne va pas du tout expliquer qu'il s'agit d'un complot. Mais 1848, c'est là qu'arrive la découverte en Californie de la ruée vers l'or. Là, les flux s'inversent complètement. On a à la place des flux qui étaient modestes d'or, on a deux nouveaux gisements, c'est-à-dire c'est l'or de Californie et à peu près de façon concomitante l'or d'Australie. Et là, la frappe est libre, donc tout le monde, la monnaie qui devient, le métal qui devient rare devient l'argent, et tout le monde va acheter, enfin va importer de l'or, le faire frapper, refondre les monnaies d'argent pour les exporter. Alors les exporter où? Cette fois-ci, c'est en Angleterre, parce que l'Angleterre, pour des raisons commerciales, a développé en Inde, a passé au monométallisme argent, la roupie est devenue d'argent, d'une part, et d'autre part, a développé l'industrie textile, l'industrie du coton, le coton en Inde, et pour payer le coton, il faut de l'argent. Donc ce qui fait que les monnaies, les écus français de tout le XIXe siècle sont refondus, partent en Angleterre et vont ensuite, in fine, en Inde. Et c'est l'or du Nouveau Monde, essentiellement, donc, qui arrive sous forme soit de lingots, ou plus souvent, sous forme de monnaie. Et donc, on a et comme l'écrit un contemporain, l'or californien, avant de se répandre sur l'Ancien Monde, fait étape aux États-Unis. Nous le recevons sous forme d'aigles, de doubles aigles, frappés à l'effigie de cette république conquérante. Vous voyez, donc, l'or, c'est sous cette forme qu'arrivent les monnaies donc, des États-Unis.
Donc il n'est pas besoin, pas besoin d'expliquer, de trouver des explications complexes. Ensuite, dernier point, c'est que se passe-t-il? Pourquoi, je vous rappelle, là on pourrait se dire, mais alors pourquoi la Banque de France a-t-elle donné de l'argent qui faisait prime sur de l'or, avec de l'or qui était sous-évalué avec la Banque d'Angleterre? Alors, c'est là qu'il faut se tourner vers le journal L'Indépendance belge, qui explique très finement la situation. Le jour où la Banque de France se verrait forcée d'entamer ses millions d'argent, puisqu'elle était, je vous rappelle que la Banque de France, les billets de la Banque de France étaient couverts par l'or et l'argent, et c'est-à-dire que quand on allait au guichet de la Banque de France, on pouvait demander immédiatement un billet de 1000 francs qui soit payé en monnaie, en espèces sonnantes et trébuchantes. Et donc, le jour entamer ces millions d'argent, c'est-à-dire que la Banque de France payait les billets en or, principalement, à partir de la ruée vers l'or. Mais donc, ces réserves d'or baissaient, et elles ne gardaient en dernière défense, la monnaie d'argent qui était considérée comme la plus précieuse. Mais tous les billets, le jour où on n'aurait plus d'or et on devrait commencer à rembourser avec de l'argent, ah ben alors tous les billets en circulation seraient immédiatement présentés au guichet d'échange pour ceux qui font commerce des métaux précieux. Ça entraînerait un mouvement spéculatif, puisque vous aviez, en échangeant votre billet que vous aviez pu avoir en or, vous l'échangiez contre de l'argent, et donc l'argent étant négocié à prime, vous aviez c'était quelques dixièmes de pourcentage, mais c'était largement suffisant, compte tenu des volumes, pour faire des profits importants. Donc c'est pour ça que vous aviez ce comportement qui est tout à fait rationnel et tout à fait logique, c'est-à-dire que pour repousser le moment où la Banque de France devrait payer ses billets en argent, eh bien, elle se débarrassait, alors c'est ce que Marc Flandreau a dit, par la petite porte, elle se débarrassait de son argent contre de l'or anglais. Et comme ça, les spéculateurs ne pouvaient pas bénéficier de ceci et causer une panique. Alors, maintenant, juste pour conclure, on peut s'interroger, mais pourquoi Maurice Joly parle-t-il donc de ce complot et voit-on cette théorie du complot fleurir, sachant que, alors ça c'est là-dessus que c'est intéressant, c'est que la monnaie, on s'aperçoit, on remarque, est générateur ou génératrice de fantasmes, et beaucoup de complots sont liés à la monnaie. Les mécanismes monétaires, comme on a pu le voir, sont très complexes et ils ne sont pas de perception immédiate. Et ce qui fait que pour le commun du mortel, eh ben, il est bien préférable d'avoir une explication simple, voire simpliste, de ne pas avoir à rentrer dans les détails. Et donc c'est comme c'est la phrase de Pouchkine qui disait « À une vérité terne et plate, je préfère un mensonge exaltant ». Et c'est pour ça que les théories du complot monétaire ont beaucoup plus d'attrait que des mécanismes qui font appel au marché et aux anticipations rationnelles des agents. Voilà donc pour conclure. Et juste le mot de la fin, c'est que la parenthèse de la ruée vers l'or s'est assez paradoxalement refermée avec la découverte, alors c'est une nouvelle découverte, c'est dans le Nevada, des mines de Comstock, qui étaient des gisements massifs, ce qui fait qu'on a eu une nouvelle inversion, c'est-à-dire que l'argent est devenu plus abondant et a reflué, et a entraîné la création de l'Union latine. C'est pour ça qu'on a mis en place l'Union latine. Voilà, je m'arrêterai là-dessus et je passe. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps de parole.